Voici la vidéo d'explication du chapitre sur la culture des végétaux. Reprenons le plateau repas de la cantine que nous avions vu au tout début du thème avec des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Ce sont les aliments d'origine végétale qui vont nous intéresser aujourd'hui, comme les lentilles, la pomme, le pain et aussi les haricots. Nous allons nous demander quels sont les besoins de ces végétaux pour grandir et comment peut-on obtenir chaque année de nouveaux végétaux une fois qu'on a ramassé et mangé les précédents. Tout commence à partir de la graine. Donc on a fait la dissection de la graine de haricot. Sur cette graine, on peut distinguer plusieurs parties. Le tégument, qui est l'enveloppe externe de la graine, puis ensuite à l'intérieur, deux grands cotylédons. Ce sont les deux morceaux de la graine. Dans chaque cotylédon, il va y avoir des réserves, mais on peut observer l'embryon qui est ici dans un seul des deux cotylédons. Il contient la partie gémule qui donnera la future feuille et tige feuillée, et la partie ici radicule qui donnera la future racine. Cette coloration au lugol ou à l'eau iodée nous a permis de montrer qu'il y avait de l'amidon dans une seule partie, donc ici dans le cotylédon et non pas dans la gémule ni dans la radicule. Cet amidon va permettre de donner l'énergie nécessaire à la graine pour débuter sa germination. Donc germination qui peut prendre plusieurs jours, au cours de laquelle le tégument d'abord va se déchirer sous la croissance de la radicule, qui va grandir et devenir une racine qui va ancrer la graine dans la terre, lui permettre de puiser les éléments minéraux. La gémule va enfin sortir et donner la tige avec les feuilles. Ces plantes grandissent avec plusieurs paramètres. On a pu faire plusieurs expériences avec l'eau et la lumière seule ou l'eau et l'obscurité, et on a obtenu des tailles différentes de plantules. On en a profité pour faire un graphique, donc on va revenir sur la construction d'un graphique. Comment je fais pour construire un graphique? Alors j'utilise la fiche méthode, tout est dedans si vous avez besoin, du papier millimétré et un crayon à papier, je ne fais pas le graphique au stylo, et la clé, c'est en fait de savoir traduire l'échelle avant de commencer. Cette échelle, elle se présente avec deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Il faut donc reconnaître chacun des axes pour savoir quel est le vertical, quel est l'horizontal. L'axe des abscisses, petit moyen mémotechnique, on commence par AB. Si je fais à l'envers, ça fait bas, c'est donc l'axe du bas. Donc ça va être l'axe horizontal. L'axe des ordonnées, au contraire, haut comme l'axe du haut, c'est l'axe qui va vers le haut, c'est donc l'axe vertical. Donc déjà, on me donne la direction des deux axes. Ensuite, sur cette échelle, on me donne également au bout de chacune des lignes, donc ici au bout de l'axe des abscisses et ici au bout de l'axe des ordonnées, on me donne l'unité qu'il va falloir écrire au bout de l'axe. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On me donne également, dans le premier chiffre, tous les combien je gradue, c'est-à-dire tous les combien je vais faire des petits bâtons sur l'axe que je viens de tracer. Et le chiffre après le égal me dit de combien en combien je vais compter, donc de combien en combien je vais noter les chiffres sur mon axe. Alors, j'ai pris un exemple divers de ce qu'on a fait en classe pour que vous compreniez. Je trace donc les deux axes, le plus à gauche possible ici et en bas possible. Je ne fais pas les axes par exemple ici parce que sinon mes points peuvent sortir du graphique, donc il faut vraiment utiliser tout l'espace. Ensuite, il faut penser, alors moi je les ai fait en rouge évidemment, tu vas les faire au crayon à papier, mais à ajouter des flèches pour indiquer le sens, la direction de l'axe. Ensuite, il faut regarder sur l'échelle. Sur l'axe des abscisses ici, je vois qu'au bout, il est écrit jour. Ça veut dire que moi aussi, au bout de cet axe, je vais écrire le mot jour. Et au bout de l'axe des ordonnées, il y a écrit centimètre. Donc moi aussi, j'écrirai centimètre. Donc ici, j'ai écrit jour, parce qu'il y avait écrit jour au bout de l'axe des ordonnées. Et ici, j'ai écrit centimètre, parce qu'il y avait centimètre au bout de l'axe des ordonnées. Mais ça, c'est l'unité. Il faut aussi écrire le nom de l'axe. Où je trouve le nom de l'axe, je vais le trouver dans le tableau. Donc je cherche qu'est-ce qui est mesuré en jours dans le tableau, c'est le temps. Je vais donc réécrire le mot temps sur mon axe. Qu'est-ce qui est mesuré en centimètres? C'est la taille des plantules. Je réécris donc la même chose, taille des plantules, sur mon graphique. Je n'invente pas des noms. Ils sont tous directement dans le tableau. Ensuite, il va me falloir graduer les axes. Donc ici, sur l'axe des abscisses, si on se rappelle bien, ça veut dire ici 2 cm entre chaque petit bâton. Donc ce que j'ai fait ici, 2 cm un bâton, 2 cm un bâton, 2 cm un bâton, etc. Sur l'axe des ordonnées, c'est juste 1 cm. Donc on voit bien qu'ils sont plus rapprochés. Ensuite, il y a de combien en combien je compte.
Donc sur l'axe des abscisses de 1 en 1, on part de 0, 1, 2, 3, etc. J'ajoute 1 à chaque fois. Sur l'axe des ordonnées, je compte de 0,5 en 0,5, je pars donc de 0 et je rajoute 0,5 au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de graduer jusqu'au bout, tu peux t'arrêter à la valeur maximale qui est indiquée dans ton tableau de données. Ça te permettra de gagner du temps. Je trace ensuite les points en forme de petite croix, pas de multiplier ni de points en forme vraiment de points, c'est important. Donc quand c'est 0, ça reste sur l'axe, il faut bien penser à faire un point un peu plus épais. Et puis ensuite, pour des points qui s'en vont de l'axe, tu peux faire des traits, des croix du coup, un peu plus fines. Donc si tu as besoin, tu peux faire les pointillés, moi je ne les ai pas fait ici, mais si tu les fais, ne les efface pas après, il n'y a aucun souci. Ensuite, tu vas relier du premier point au dernier point à main levée, pas à la règle, et surtout, tu ne dépasses pas après parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut penser à mettre le titre. Pour le titre, il commencera toujours par graphique de l'évolution de quoi du nom qu'on a placé sur l'axe des ordonnées, en fonction de quoi du nom de l'axe des abscisses. Donc c'est très important du coup d'avoir bien placé le nom des deux axes. Donc, avec tous nos paramètres et les graphiques qu'on a observés, on peut voir qu'il y a différents paramètres qui vont être nécessaires à la croissance. Et j'en profite ici du coup pour retravailler la démarche d'investigation. Constat, problème, hypothèse, etc. Je teste le paramètre des minéraux dans l'eau. Je fais donc comme hypothèse, je suppose qu'il faut des minéraux dans l'eau pour que la plante pousse. Ça, c'est ce que je pense. Tu peux penser à autre chose éventuellement, il n'y a aucun souci. Il faut juste formuler l'hypothèse correctement. La conséquence vérifiable de l'hypothèse, si mon hypothèse est validée, à la fin de l'expérience, j'enlève le paramètre. Donc sans les minéraux, et du coup je dis ce qui selon moi va se passer. Donc moi je pense que la plante ne poussera pas. On fait donc l'expérience, puis à la fin de l'expérience, on a des résultats, et il faut donc maintenant valider ou pas l'hypothèse. Ah ben là en fait je me rends compte que mon hypothèse est correcte, s'il y a des éléments minéraux, la plante a bien poussé, mais ma CVH ne fonctionne pas parce que moi je pensais que sans minéraux, ça ne poussait pas. Donc je réfute mon hypothèse, il n'y a aucun problème à dire qu'en fait on s'était trompé. Donc on conclut que finalement, les éléments minéraux vont permettre la croissance plus rapide des végétaux. On a pu faire les mêmes expériences avec par exemple la présence ou non de CO2. On s'aperçoit que le CO2 permet, comme les éléments minéraux, de faire pousser la plante plus vite. Et avec ou sans lumière, sans lumière, la plante grandit moins vite au tout début, jaunit, puis finit par faner. Il faut donc de l'eau avec des minéraux, du CO2 et de la lumière pour que les plantes poussent dans les meilleures conditions possibles. Comment on obtient des nouvelles plantes ? Tout ça dépend de la reproduction des plantes. Donc pour se reproduire, certaines plantes utilisent leurs fleurs. Donc tu as ici sur le schéma qu'il faut apprendre les organes reproducteurs femelles en rouge, mâles en bleu et des pièces florales qui ne servent pas forcément directement à la reproduction en vert. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette plante a à la fois les éléments mâles et femelles, donc dit donc qu'elle est hermaphrodite. Elle peut donc s'auto-polliniser, c'est-à-dire que le pollen des étamines ici peut directement tomber sur le pistil et la plante peut être fécondée. Ou alors on peut imaginer que le pollen de ces étamines-là va aller sur le pistil d'ici. Mais que se passe-t-il pour les plantes qui ne sont pas hermaphrodites ? Donc par exemple ici, comment faire la fécondation de cette plante-là ? Cette plante-là qui a uniquement le pistil, l'ovaire et l'ovule, qui est donc femelle, ou alors la fécondation de cette plante-là, qui est mâle uniquement, car elle possède uniquement les étamines et le pollen. Et bien en fait, c'est assez simple, c'est grâce à la pollinisation, le pollen peut être transporté directement vers une autre plante, par le vent, les abeilles ou l'eau ou d'autres paramètres. Attention, si c'est une plante de la même espèce, il y a fécondation, sinon ça ne fonctionne pas. La transformation de la fleur peut donc commencer. Qu'est-ce qui va se passer ? Certaines pièces florales vont faner et tomber, c'est le cas ici des pétales, des étamines, parfois même des sépales. L'ovaire ici va grossir, on le voit très nettement, devenir la chair du fruit que tu vas manger, et l'ovule grossit également et va donner la graine, que tu ne manges pas normalement, qui contient le nouvel embryon qu'on a vu au tout début du chapitre. Ces fruits et ces graines peuvent aussi être dispersés dans la nature pour aller coloniser d'autres espaces, notamment par les animaux, par exemple, qui peuvent manger les fruits, les graines, et en se déplaçant, rejeter la graine, ou même manger la graine et la rejeter dans leurs excréments. Certains fruits ont des crochets et peuvent donc être déplacés par les mouvements des animaux, qui après en se frottant vont la faire tomber, par le vent, qui va directement disperser la graine, ou par l'eau, si le fruit flotte, par exemple. Un dernier élément, c'est certaines plantes elles-mêmes
peuvent disperser les éléments en explosant. Donc c'est le cas de la plante qu'on voit ici. Quand le fruit arrive à maturité, il va laisser aller ses fruits dans la nature. Le fruit contenant la graine peut tomber au sol, l'eau allant dessus, la germination peut commencer et la nouvelle plante va pousser. Cette nouvelle plante donnera des fleurs qui, après pollinisation, pourront être fécondées. La fleur se transformera en fruit et ainsi de suite.